Ce 7e épisode de la saison 2 de House of the Dragon a pour titre La Semaison Rouge ou The Red Sowing en VO, une évidente référence au fameux Red Wedding, les noces pourpres, ayant tant marqué les lecteurs du Trône de Fer et les spectateurs de Game of Thrones. Même s'il serait futile de se mesurer à un tel épisode, on a quand même profité d'un grand spectacle avec cet avant-dernier qui nous intéresse aujourd'hui. Comme d'habitude, on part sur des spoilers concernant le déroulement de l'épisode dès maintenant, mais aucun spoiler concernant les livres et les événements à venir avant la partie dédiée en fin de vidéo. Je reviens sur une question laissée en suspens suite à l'épisode 6 avec cette prédiction plutôt absconse de la reine Helaena dont un des grillons en cage a cessé de chanter. Une théorie dont j'ignore la source initiale a surgi sur internet en proposant qu'il s'agissait de représenter les dragons sans cavalier de Père Dragon. Celui qui a cessé de chanter représenterait Fumée des Mers qui avait alors choisi Adam de Karen. La notion de chant peut faire référence à celui que l'ordre des gardiens de dragons utilise pour calmer les créatures. Et dans le prolongement, suite à cet épisode 7, on peut légitimement se demander si 3 grillons ont désormais cessé de chanter. C'est justement l'occasion de faire un point sur les dragons des deux camps. Du côté des Verts, on a Vhagar, la plus ancienne et la plus grande, mais aussi Songe-Feu, la dragonne de la reine Helaena. Elle est loin d'être négligeable car elle a environ une centaine d'années, ce qui en fait un grand dragon, du même âge que Vermithor à peu près, même si elle reste a priori plus petite que lui. Enfin, on a Tessarion, le dragon nettement plus jeune de Daeron, ce troisième fils de Viserys et Alicent dont on a encore entendu parler dans cet épisode, justement pour indiquer que son dragon était enfin assez grand pour le porter potentiellement lors d'une bataille. Du côté des Noirs, on a Syrax, le dragon de Rhaenyra, qui a une bonne trentaine d'années environ, Caraxès, celui de Daemon, qui a une petite soixantaine, Vermax, le dragon de Jacaerys, qui a 10 ou 15 ans, Danselune, dragonne de Baela, qui est encore plus jeune, sans doute. Néanmoins, depuis cet épisode 7, on peut y ajouter Fumée des Mers, montée par Adam, et qui a plus ou moins l'âge de Syrax, une bonne trentaine, Vermithor, monté par Hugh, qui a environ 100 ans, et enfin Aile d'Argent, monté par Ulf, qui a environ 90 ans. Concernant d'autres dragons, notamment le voleur de moutons qui intéresse Rhaena dans le Val d'Arryn, je devrais y revenir dans la partie spoiler livre. Quoi qu'il en soit, on a apparemment 3 dragons du côté vert, sachant que Songe-Feu a peu d'expérience du combat et Helaena encore moins, tandis que Tessarion est très jeune et de petite taille. J'en profite pour dire un mot sur Rhaena, qu'on a donc vu partir sur la piste d'un dragon sauvage qui a une fonction rôtissoire, mais attention, lorsqu'on manipule la plaque, elle est encore chaude. Jen Arryn regarde partir tout ce petit monde direction le détroit pour aller trouver refuge dans la cité libre de Pentos, et la Dame des Airiers n'a pas droit à une ligne de dialogue dans l'épisode, même si sa présence à l'écran est indéniable, ce qui ne me donne que plus envie de la voir obtenir davantage de place dans le script. L'épisode final de la saison devrait certainement nous apprendre si Rhaena est en train de faire une grosse bêtise et à quel point elle pourrait s'en mordre les doigts. On peut se consoler en sachant que s'il lui en reste, ils seront cuits à point, ce qui facilitera sa mastication. Parmi les absents de cet épisode, on a toujours Otto Hightower, mais on mentionne à nouveau Ser Ormund, seigneur de la maison Hightower et neveu de Otto. On devrait le voir à la tête des troupes de sa maison, du moins on peut l'espérer, mais est-ce que ce sera pour cette saison? Ça reste à voir. Criston Cole est aussi en plein voyage vers la funeste gloire d'une guerre de dragons. À Port-Réal, pas de nouvelles d'Helaena non plus. En revanche, la convalescence d'Aegon II est surveillée de très près par le grand maître Orwyle, poussé à agir par Larys Fort, qui voit en la personne du roi estropié sa principale carte à jouer contre Aemond. Pas d'Alicent au chevet du roi, donc son fils, dont l'ampleur des dégâts subis est plus visible maintenant qu'on a retiré le pansement de sa tête. Je ne sais pas s'il a prêté l'oreille au conseil de Larys, mais si c'est le cas, il faudra à un moment penser à la rendre. Alicent justement nous fait une cure détox du donjon rouge en mode les Jeannettes font du camping et en nageant en robe de nuit. Je me moque mais c'était à la fois un moment paisible de véritable introspection et bénéficiant d'une photographie inspirée mettant en valeur le jeu intérieur d'Olivia Cook. Selon le showrunner Ryan Condal, Alicent parvient alors à retrouver un but, une motivation à revenir à la cour. Nous verrons bien laquelle, mais j'ai tendance à parier sur la poursuite de la paix et de la réduction du nombre de victimes au minimum possible. Pour cela, revenons à la scène de soin de sa coupure qui lui remémore celle qu'elle avait elle-même infligée à Rhaenyra en saison 1. Quand le grand maître lui dit que la cicatrice sera facile à cacher, elle pense à ses blessures intérieures et à la saleté du donjon rouge qu'elle associe à sa propre impureté et au péché qu'elle estime avoir commis. Lorsqu'elle s'enfonce dans le lac, d'une part on peut noter l'ambiance que notre esprit associe facilement à une imagerie arthurienne avec la Dame du Lac, d'autre part on peut supposer qu'elle hésite alors à en finir pour de bon.
La vision de cet oiseau solitaire dans le ciel coïncide avec une prise de conscience et la décision qui la font revenir vers la berge, prête à déployer tous les efforts pour défendre ce qu'elle pense juste. L'autre imagerie associée à cette scène est bien sûr celle de la purification et même du baptême pour une renaissance vers une vie nouvelle, pleine de sens dorénavant. Au passage, le réalisateur et producteur exécutif de l'épisode s'appelle Lonnie Perister. Il a une longue expérience sur diverses séries comme Warriors, Witcher, American Horror Story ou encore l'énorme série Banshee. Côté chef opérateur ou directeur de la photographie, si vous préférez, on a Vania Kernioul, que je prononce sans doute mal, le même que pour l'épisode 6. C'est assez amusant quand on se rend compte des commentaires assez opposés sur l'esthétique des deux épisodes. Puisqu'on parle photographie, un mot sur le face-à-face de Rhaenyra et Adam sur l'immensité de la plage en introduction de l'épisode. Les conditions de tournage étaient rudes avec du froid, de la pluie, une marée montant très vite, mais la beauté de la scène valait le coup avec ce bel équilibre entre l'intensité de Rhaenyra et la sincérité d'Adam. La scène entre Jasper Wilde et Larys Ford relève de la haute voltige dans leur façon de peser le pour et le contre quant à la rumeur d'un nouveau dragonnier pour fumer des mers. On a d'abord Jasper Wilde qui a parfaitement conscience que la rumeur est fragile et qui préfère que ce soit Ser Larys qui prenne le risque de la présenter. Ensuite, on a Larys Ford dont les intentions sont plus délicates à évaluer. Il souligne le peu de crédibilité de l'information, mais n'est-il pas en train de volontairement détourner une information capitale de l'oreille d'Aemond pour mettre le régent en difficulté? Ce serait un jeu très dangereux, bien sûr, mais la question se pose vraiment. La scène du Conseil Noir montre encore de la défiance envers Rhaenyra et les prémices de la colère de Jaehaerys envers sa mère. Seule la présence de Corlys, calme et laconique, évite une montée en pression des hommes réunis. Lorsque Corlys rencontre son fils, il ne peut cacher sa fierté, même s'il reste très distant avec Adam. On sent que son simple compliment signifie déjà beaucoup pour le jeune homme. Dans la même lignée, si j'ose dire, l'échange entre Corlys et Aline vient dresser un parallèle un peu plus évident avec la discussion qui s'était tenue entre Corlys et Baela quand elle avait rejeté l'idée d'être l'héritière de Marée Haute, honneur qui devrait revenir selon elle à une personne de mer et de sel, exactement comme Aline se décrit ici, impliquant clairement qu'il n'a aucune intention de tenter d'approcher un dragon. Pour le peu qu'on a pu voir de lui, Aline de Karen s'impose comme le gars sûr de la saison, un peu comme Simon Fort auprès de Daemon, dans un style certes différent. Pendant ce temps, l'échange entre Mysaria et Rhaenyra est déterminant. Si Mysaria saisit logiquement l'option la plus pragmatique qui met les nobles et les roturiers au même niveau, il s'agit d'un changement de paradigme pour la reine qui vit avec la perspective de la plus haute noblesse depuis son enfance. En réalité, la capacité d'adaptation dont Rhaenyra fait preuve ici est remarquable. Cependant, on comprendra plus tard qu'il ne s'agit pas d'une prise de conscience digne de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais bien d'un calcul pragmatique et cruel. L'explication entre Jaehaerys et sa mère vient crever l'abcès de la bâtardise. Cette réaction propre à la série est intéressante et vient épaissir le personnage d'une manière à la fois très logique et inattendue. Jaehaerys doit à la fois préserver les apparences et protéger ce qui fait de lui un héritier véritable, mais il est surtout confronté à l'image qu'il a de lui-même, l'identité qu'il s'est construite pour supporter les rumeurs et la vérité et se différencier du tout venant des bâtards et du dédain que la société a pour eux. C'est sa singularité et sa légitimité qui sont remises en question ici. Quand il évoque ce qui arrivera à la mort de sa mère, il a bien conscience que son règne potentiel serait en effet certainement contesté du fait de sa naissance. La mission confiée à Elinda, la servante espionne installée à Port-Réal, la met en danger en multipliant ses contacts et on devine le regard inquisiteur que lui lance l'une des deux lessiveuses en arrière-plan. Même si cela n'a pas eu d'impact durant cet épisode, on peut supposer que des répercussions pourraient survenir dans le prochain. Se promener avec un manteau rouge et une capuche sur la tête pour passer inaperçu, je ne sais pas si c'est le move du siècle, mais bon, faute de voir la capuche de complot de Daemon, on se console avec ce qu'on a. Le doute énorme qui plane chez Ulf, le baratineur de taverne, est excellent pour ménager le suspense du côté des spectateurs quant à son destin final. Quant à Hugh, son histoire personnelle nous permet de déduire qu'il est le fils de Saera Targaryen, fille dissolue de Jaehaerys. Les mœurs plus que légères de Saera ont poussé ses parents royaux à l'envoyer chez les sœurs, mais elle a pris la fuite, traversé le détroit et monté sa propre maison de plaisir. On appréciera l'ironie qui fait de Hugh, fils illégitime de cet enfant terrible, le nouveau dragonnier de Vermithor qui n'était autre que le dragon du roi Jaehaerys en personne. D'une certaine manière, j'ai envie de souligner que le cheminement mental d'Hugh est inverse à celui que doit faire Rhaenyra. Il doit sortir de sa condition roturière et se voir digne d'accomplir des choses réservées à la noblesse. Ce faisant, il abandonne néanmoins son épouse alors qu'on apprend
qu'ils traversent le deuil de leur fille qui était malade, la solution de tenter une nouvelle vie à Chudebourg a moins d'attrait aux yeux de Hugues que d'aller vers une mort probable accompagnée de l'hypothétique espoir d'une ascension inespérée. Avant d'en venir à cette fin d'épisode si marquante, revenons du côté du Conflent pour renouer avec les péripéties statiques du roi consort, mais uniquement quand il est sage. On ne peut que constater que Daemon aura en effet passé la saison à Harrenhal, et à peu de choses près en tout cas. Cette fois néanmoins on progresse à la fois dans l'imbroglio des loyautés féodales, tout comme dans les démons intérieurs du prince qui voulait être roi. Oscar Tully est un jeune seigneur plein de surprises dont la droiture n'est dépassée que par l'acuité de son sens politique. La façon dont il manœuvre à la fois Daemon et les seigneurs du Conflent est une véritable leçon, le tout restant guidé par l'honneur et la loi. J'avais déjà eu l'occasion de souligner que des seigneurs du Conflent avaient des noms de Muppets, et c'est encore le cas ici avec Oscar la Poubelle, une autre créature inventée par Jim Henson. Ce qui termine à la poubelle en l'occurrence, c'est l'arrogance de Daemon qu'il doit ravaler et se plier à la décision de justice d'Oscar Tully pour se racheter aux yeux des seigneurs capables de lever l'armée dont il a désespérément besoin. Les petits regards et expressions de Simon Fort qui observe la déconfiture de Daemon du coin de l'œil sont délicieux, et dans l'ensemble on a clairement ici la meilleure scène de tout cet arc narratif de Harrenhal. Si vous êtes très observateur, vous pourrez éventuellement deviner que le visage creusé dans le Barral, cet arbre sacré de Harrenhal, est inspiré de celui de l'auteur des livres, J.R.R. Martin, ce qui a été révélé dans le making-of de cet épisode. Par ailleurs, on peut sans doute considérer que la décapitation de Willem Noirbois correspond symboliquement à une sorte de cérémonie sacrificielle menée face au Barral, comme dans certains rituels des anciens dieux. L'influence du lieu restant entière, notamment sur Daemon, on passe sans transition de la décapitation à une ultime vision, enfin potentiellement ultime on espère, alors que Daemon commence à douter de son souhait véritable d'accepter le fardeau de la couronne. L'apparence décrépite de Viserys sert aussi à faire écho à celle de son fils Aegon, comme vous avez déjà pu le faire remarquer en commentaire sous les vidéos précédentes. Il est temps de passer au plat de résistance, celui de Vermithor. Bien sûr, un Vermithor qui est un fin gourmet, mais qui sait aussi trouver son plaisir en dehors des morceaux nobles. Lorsque les candidats dragonniers arrivent en file indienne, la dureté du visage de Rhaenyra en dit long, elle voit là une opportunité et pas vraiment des êtres humains. La grève générale des gardiens de dragons, alors même que la cérémonie d'ouverture va commencer, est quand même un sacré camouflet, sachant qu'ils se préoccupent de la mystique entourant leur rôle auprès de créatures auxquelles ils prêtent, à n'en pas douter, une importance qui va bien au-delà du rôle de grosse machine à tuer. Il est question de magie ici et de sacré, les gardiens sont heurtés par la désacralisation et même la démythification du monde qui va de pair avec le risque de disparition de la magie dont les dragons et les Targaryens semblent être les derniers représentants connus, de leur point de vue du moins. Et il s'agit d'une posture d'autant plus pertinente que celle que va prendre Rhaenyra y fait écho à sa manière, alors qu'elle approche les candidats comme une gourou le ferait avec ses adeptes ou une prêtresse avec ses ouailles, selon votre vision des choses. Une chose est sûre, c'est Emma Darcy qui a proposé que Rhaenyra s'avance ainsi parmi les graines de dragon en leur parlant d'une perspective de transfiguration. On peut clairement établir un parallèle entre la transfiguration par l'eau que traverse Alicent dans l'épisode et celle nettement plus brutale qui s'effectuera ici par le feu. Rhaenyra inspire les candidats en évoquant la possibilité de devenir les héros mettant fin à la guerre et à la souffrance. Elle insuffle un rêve de grandeur, sans jamais leur parler explicitement, du risque immense de mourir carbonisé, mâchouillé ou un peu des deux à la fois. La tenue de cette grande prêtresse de feu et de sang est à la hauteur du sacrifice rituel qu'elle prépare alors en espérant qu'il ressorte du carnage un miracle dédié à sa propre grandeur. La façon dont les graines sont présentées tout à la fois avec des gardes tentant même de leur barrer la route en dit long sur l'intention de Rhaenyra de les soumettre au baptême du feu, une intention dont la cruauté ne laisse aucun doute quand on la voit assister au spectacle, à l'abri depuis le balcon. La série développe ici une part sombre de Rhaenyra dont on avait déjà eu des aperçus auparavant mais qui n'avait jamais été explorée de manière aussi directe et brutale, en tout cas pas depuis bien longtemps, à supposer qu'elle l'ait jamais été à ce point. On se situe entre une vision fanatique et utilitariste de la situation et de ces pauvres gens dont le massacre sera aussi épouvantable que fascinant. La mise en scène, les effets pyrotechniques, les cascadeurs, les effets numériques, tout est au rendez-vous pour une scène d'anthologie qu'on aurait pu imaginer il n'y a pas si longtemps uniquement au cinéma dans une super production. Alors sans doute on pourrait toujours tenter de s'engager dans du coupage de cheveux en 4 pour savoir si Rhaenyra aurait pu procéder autrement en proposant les candidats un par un, mais ce qui compte c'est l'intention du personnage et le rendu visuel et viscéral de la scène pour les spectateurs. Les deux objectifs sont parfaitement servis et la scène est donc exactement comme elle aurait dû être. La pure raison n'est plus à l'œuvre ici, comme je l'expliquais, on se situe dans une sorte de rituel sanglant et d'espoir miraculeux, en ligne directe avec celle du dialogue de Rhaenyra qui expliquait à son fils
qu'elle ne pouvait pas renier la volonté des dieux. Le reste du déroulement est d'autant plus fabuleux qu'il permet d'explorer les personnalités diamétralement opposées de Vermithor et d'Aile d'Argent. Le premier semble respecter l'audace et le courage de Hugh, qui s'impose à lui en criant son défi, tandis que la seconde repousse gentiment Ulf, qui a failli marcher sur un œuf, et qui apprécie de le voir ensuite rester sur le dos avec une attitude inoffensive et résignée. Le survol de Port-Réal par ce nouveau duo est d'autant plus amusant qu'on imagine bien ce que doit penser Ulf, comme s'il était venu prouver à toute la ville que les histoires qu'il racontait depuis des années n'étaient pas que des mythos pour picoler gratis, contrairement à ce qu'une partie de lui-même supposait. Quant à Aemond qui fonce sur Vhagar pour ensuite faire demi-tour, que dire si ce n'est que c'est une belle occasion d'exulter pour les spectateurs qui penchent plutôt pour le camp noir, avec ce plan final qui tue totalement d'une Rhaenyra, reine des dragons, prête à en découdre. Impossible de savoir si Ulf est lui aussi un fils de Serra, par exemple, mais on peut souligner qu'Aile d'Argent était la dragonne d'Alysanne, l'épouse de Jaehaerys qui montait vers Mythor. Si la vidéo vous a offert de nouvelles perspectives, appris quelques petites choses ou fait sourire, je vous rappelle que la meilleure façon d'aider la chaîne actuellement consiste à essayer gratuitement Nextory, une application de lecture et d'écoute qui permet d'accéder à une collection très variée de livres en fantasy comme en SF ou d'autres genres. Pour se faire passer par le lien en description ou en commentaire épinglé, vous aurez 45 jours d'essai gratuit. En parlant de fantasy, sachez que j'ai publié ce matin même une analyse très approfondie de la bande-annonce des Anneaux de Pouvoir saison 2 que je couvrirai bien entendu sur la chaîne à partir de fin août. Il est temps maintenant d'en venir à quelques spoilers livres, même si ce sera assez bref, préparez-vous. Dans les spoilers, on peut parler librement des dragons, et notamment de Cannibal, Gris Spectre, Voleur de moutons, et même Feu du Soleil. La série a vaguement mentionné indirectement Gris Spectre et le Cannibal dans le 10e épisode de la première saison, mais pour l'instant, la saison ne donne pas l'impression de vouloir les développer et encore moins de les faire apparaître. Il ne fait guère de doute qu'on verra Voleur de moutons dans le prochain épisode avec Rhaena qui prendra le rôle d'Orty, donc difficile d'imaginer autre chose dorénavant. Peut-être qu'on aura un mélange entre Voleur de moutons et Cannibal d'ailleurs, mais rien ne le laisse supposer sérieusement pour le moment. Du côté de Feu du Soleil, j'imagine que la série laisse croire à tout le monde qu'il est mort pour ménager la surprise de sa survie et jouer sur le parallèle entre la récupération d'Aegon et celle de son dragon, les deux étant bien moins fringants et jolis à regarder qu'avant le repos des Freux. Je pense que le dernier épisode nous permettra aussi de mieux comprendre la véritable nature d'Alice Rivers, ou du moins de nous donner des indices complémentaires à son sujet. Je vais éviter de faire des paris quant à la façon dont la saison va se terminer, simplement parce que je préfère me ménager la surprise à moi-même et aussi à vous, en évitant de trop y réfléchir. Ce qui est apparent, c'est que la chronologie des grandes batailles est modifiée par rapport au livre, mais nous verrons bien en pariant sur bataille et retournement de situation au programme, à n'en pas douter, pour l'épisode 8 qui sera malheureusement déjà le dernier. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Pouce en l'air, commentaire, abonnement si ce n'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!